Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure et surgir soudain de la jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde. Seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous qui sommes là, bien tranquilles, à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la belle, la blonde, l'heureuse Ismène, c'est Aimon. C'est le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Et tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et de la musique, son goût de la chance et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Mais un soir de bal, un soir où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé lentement ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit « Oui », avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons, et voilà maintenant lui, il allait être le mari d'Antigone, mais il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait uniquement le droit de mourir. Le vieil homme qui médite là près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, et il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était encore que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets. Il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Alors, quelquefois, le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'il faut laisser à d'autres. Mais au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève comme un ouvrier au seuil de sa journée. Créon est seul, avec son petit page, qui est trop petit, et qui ne peut rien non plus pour lui. Les hommes rougeaux qui jouent aux cartes, là, ce sont les gardes. Oh, ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants, des petits problèmes, comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde, tout à l'heure. Ce sont des auxiliaires, toujours satisfaits d'eux-mêmes et de la justice. Voilà. Maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an chacun à leur tour, se sont battus et entretués sous le mur de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Alors maintenant, la ville est sauvée, les frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le voyou, le révolté,
serait laissée sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Et quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Déjà vu? Viens à ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Tu es malade? Ce n'est rien. Un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Ne te moque pas! Je ne me moque pas. Cela me rassure que tu sois belle ce matin. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre, je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme ça doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle! Oui. Nous ne pouvons pas! Pourquoi? Il nous ferait mourir! Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que cela a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir! Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite, et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr, et j'ai moi aussi pitié de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et tu vas la lancer sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Mais c'est de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, la belle eau fuyante et froide, parce que cela mouille les dalles, à la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas manger tout à la fois, qu'on ne peut pas donner dans ses poches tout ce qu'on a aux mendiants qu'on rencontre, courir, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille, si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers grouillant tout autour de nous dans les rues de Thèbes. Ils nous hueront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes, avec leurs têtes d'imbéciles congestionnées sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf. On sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils feront toujours tout ce qu'on leur aura dit, scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir. Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée à un point où on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant, et monte encore comme une voix aiguë. Oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi? Si, bien sûr.
Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre? Qui se levait la première le matin, juste pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Lâche-moi, ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant, tu veux? Tu as bien réfléchi? Tu penses que la peur et la douleur de mourir, tu penses que toute la ville hurlante contre toi, c'est assez? Oui, sers-toi de ces prétextes! Antigone, je t'en supplie! C'est bon pour les hommes de croire aux idées, de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui, et j'assais pleurer d'être une fille. Ton bonheur est là devant toi, tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter les yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous, des petites filles. Et Aimon, Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismaël. Il fait jour maintenant, tu vois. Et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde, exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va dormir. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ton réveil. Nourrice va m'apporter à manger. Va dormir, le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil, va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir, je t'en supplie. Tu serai moins belle demain. Va. Pauvre Ismaël. Voilà Aimon. Pardon Aimon. Pardon pour notre dispute d'hier soir. Et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné. À peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé ce parfum? À Ismaël. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. Aussi. Et en quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé. Un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur. Oui. Écoutez-moi. Oui. Ne ris pas, sois grave. Mais je suis grave. Et serre-moi, plus fort que tu ne m'as jamais serré, que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force. C'est bon. Écoutez-moi, Oui. je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Oh Aimon, notre petit garçon, il aurait une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas toi? Oui, mon amour.
Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais eu une vraie femme? J'ai une vraie femme. Tu m'aimais. Tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là. Quel soir? Tu es bien sûr, quand tu es venu me chercher dans mon coin à ce bal, tu es bien sûr que tu ne t'es pas trompée de jeune fille. Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même tout au fond de toi, même une seule fois, que tu aurais plutôt dû demander Ismène. Idiote! Oh, tu m'aimes. Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni cette odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je suis petite et noire. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone! Je suis toute rouge de honte, mais... Il faut que je sache ce matin. Dis-moi la vérité. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Ouais, mon amour. Moi, je sens comme ça. Et je voulais te dire ce matin que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant, comme sur une chose bien à toi. Voilà. Maintenant, je vais te dire 2 autres choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes, sans me questionner, même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Jure-le-moi. Qu'est-ce que tu Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Tu vois comme je te le demande. Jure-le-moi, s'il te plaît, aimons. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Merci. Alors voilà. Hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe d'Ismène, avec ce parfum, ce rouge à lèvres. J'étais bête. J'étais pas très sûre que tu me désires vraiment, alors j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles. Pour te donner envie de moi. C'était pour ça. Ouais. Et tu as ri, et nous nous sommes disputés, et mon mauvais caractère a été le plus fort, je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour être ta femme, avant. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, Aimons, je t'en supplie. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme avant parce que je t'aime, moi, très fort. Et que, oh mon chéri, pardon, je vais te faire de la peine. Que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Aimons, tu m'as juré! Laisse-moi! Sors tout de suite! Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par la fenêtre. Je te le jure. Je te le jure, Aimons. Je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant. Pars vite. Tu sauras demain. Tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît. Pars, Raymond. C'est la seule chose que tu peux faire encore pour moi si tu veux. Voilà. C'est fini pour Raymond, Antigone. Ah, tu es là. Oui, je suis là. Je peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour.
Antigone, Antigone. Nous sommes tous là autour de toi. Aimons, nous et moi. Et Douce, ta chienne. Nous t'aimons. Et nous sommes vivants, nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone. Comme il nous avait oubliés. Laisse son âme dure errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout, toujours. Et tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. C'est trop tard. Quand tu m'as rencontré ce matin, j'en venais. Antigone. Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre? Qu'il entre. Garde Jonas, de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef, on a tiré au sort pour pouvoir savoir celui qui viendrait. Et le sort est tombé sur moi, chef. Alors voilà, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait qu'un qui explique. Et puis parce qu'on pouvait pas abandonner le poste tous les trois. On est les trois du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est trois, chef. Je suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe, Poulousse. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je le dis tout de suite, moi. C'est le première classe qui doit y aller. Et quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non. Ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que je cherche le première classe, chef? Non! Parle-toi, puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille, 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle! De quoi tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être la première classe. Moi, je suis proposé première classe. Mais je suis pas encore promu. Je devais être promu en juin. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien, voilà, chef. Cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures. La plus dure. Hein, vous savez ce que c'est, chef? Le moment où la nuit va finir. Ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. Et ils ont bien choisi l'horreur, hein. On était là, on parlait, on battait la semelle, on ne dormait pas, chef. Ça, je peux vous jurer que tous les trois, on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, tout à coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi, je regardais de temps en temps tout de même. Je suis comme ça, chef, je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent, avec Jonas, oh, chef, c'est moi qui l'ai vu le premier. C'est moi qui donnais le premier l'alarme. Les autres vous le diront. L'alarme. Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. Ils n'avaient pas eu le temps avec nous autres à côté. Seulement un peu de terre. Mais assez tout de même pour le cacher au vautour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Oh non, chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde Durand trouvait au loin une pelle. Une petite pelle d'enfant toute vieille et toute rouillée. On a pensé que ça pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup, mais le première classe a gardé tout de même, pour l'enquête. Un enfant? L'opposition brisée qui s'ouvre et mine déjà partout. Les amis de Polynice avec leur or bloqué dans Thèbes. Les chefs de la plèbe puant en l'ail, soudainement alliés aux princes. Et les prêtres,
essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Ah, un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointe et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous la veste. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases, une innocence inestimable pour le parti, un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils, un précieux sang bien frais sur mes mains, double aubaine. Mais ils ont des complices. Et dans ma garde, peut-être. Écoute bien, toi. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Durand s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal au pied. Mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. La première claque vous le dira. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Écoute-moi bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le corps de Polynice, vous mourrez tous les trois. On n'a pas parlé, chef, je vous le jure, mais moi j'étais ici, et peut-être que les autres, ils l'ont peut-être déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi, chef, que j'étais ici, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. Si on a parlé, ce sera pas moi, ce sera les autres. J'ai un témoin, moi. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Ouais. Voilà. Le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode de la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une jeune fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un beau matin au réveil comme quelque chose qui se mange. Une question de trop qu'on se pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. Alors voilà, la petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Allez, allez, et pas d'histoire. Vous vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait commencer à écouter les gens, on serait propre. Lâche cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer, je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Ce qu'elle faisait, chef. C'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Oh, chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais à midi, avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. On s'était dit qu'à midi, on risquait rien. Pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais à midi, en plein soleil, et puis, avec la chaleur qui montait, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine. Je voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chic pour faire passer ça. Le temps que je la cale à la joue, chef. Le temps que je lui dise merci, je me retourne. Elle était là, à gratter la terre avec ses mains, et en plein jour, elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver, peut-être? Non! Elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore. Elle me criait qu'il fallait qu'elle finisse, que le corps n'était pas tout à fait couvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme de juste. Et puis, on a passé la relève, sans parler de rien. On est venu vous l'amener, chef, voilà. Ce matin, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances.
C'était justement l'appel de Polynice. C'est pour ça que je l'avais laissé à côté de lui. Il avait gravé son nom au couteau, sur le manche. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait. Même qu'au premier coup d'œil, le camarade, il dit, mais non, c'était une bête. Penses-tu, je lui dis, c'est trop fin pour une bête. Ça le fait. C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laisse-moi seul avec elle. Faut-il lui remettre les notes, chef? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non, As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? non, personne. Tu en es bien sûr? Oui, Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te mettre au lit, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces hommes. pourquoi? Parce que vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. Je lui aurais fait à manger. Je lui aurais préparé son lit. Polynice, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Éthéocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté et un traître, tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui, Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras. Je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai! Ah! Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce, la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir. Au contraire. L'orgueil d'Édipe. Tu es l'orgueil d'Édipe, oui. Maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir, et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Hein? Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort, et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent, et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Édipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier sur les routes avec ses enfants. Eh bien non! Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes deux mains enfoncées dans mes poches, mes deux pieds par terre, et puisque je suis roi, j'ai décidé, avec moins d'ambition que ton père, de rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure. C'est un métier pour tous les jours et pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Alors écoute-moi bien. Tu es Antigone, la fille d'Édipe, soit. Mais tu es si jeune. Et il n'y a pas si longtemps, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir. Tout n'est pas bien regardé, moineau. Fais plutôt un gros garçon à Aimon. Thèbes en a besoin plus que de ta mort, je t'assure.
Tu vas rentrer chez toi, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Et ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien, tout de même, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone! C'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu, par là? Vous le savez bien, Quel jeu joues-tu? je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serais obligé de te faire tuer. Si tu te taimes maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes, le comprends-tu? Il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde? Il y a une autre garde autour du corps de Polynice. Et même si tu parviens à recouvrir son corps, on dégagera son cadavre, tu le sais. Que peux-tu donc encore sinon t'ensanglanter les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles? À cette ombre de ton frère, condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre, avec la formule du prêtre? Tu les as déjà entendu la réciter au prêtre de Thèbes, la formule? Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que si c'était quelqu'un que tu aimais vraiment, qui était là couché dans cette boîte, tu te mettrais tout à coup à hurler, à leur crier de se taire, de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant pour ce que j'ai refusé à ton frère, ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde! Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres, pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non, Ni pour ton frère, ni pour les autres. Pour qui alors? pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir? Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Mon orgueilleuse petite Édipe! Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure, pour que je demande grâce, pour que je jure tout ce qu'on voudra, et que je recommence après, quand je n'aurai plus mal. Bien! J'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y a longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats, alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Non, moi je suis plus fort, comme ça j'en profite aussi. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout. Tout simplement te tordre le poignet ou te tirer les cheveux, comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu. Mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Ça ne te paraît pas drôle tout de même? Ce roi bafoué qui t'écoute, ce vieux homme qui peut tout, et qui en a vu tuer d'autres, je te l'assure, et d'aussi attendrissant que toi, et qui est là, à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous serrez trop maintenant, cela ne me fait même plus mal, je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra pour te sauver, petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je te l'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te faire mourir dans une histoire de politique. Il vaut mieux que cela. Parce que ton Polynice, cette ombre éplorée, ce corps qui se décompose entre ses gardes, et tout ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique.
D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. J'aime ce qui est net, propre, bien lavé. Je crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil. Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Je peux te le dire à toi. C'est bête. Monstrueusement bête! Mais il faut que tout Thèbes sente cela pendant quelque temps. Je pense bien que je l'aurais fait enterrer, ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de police dans toute la ville pendant 1 mois. Vous êtes odieux. Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce que l'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Dieu sait pourtant si j'aimais autre chose dans la vie qu'être puissant. Fallait dire non alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête, j'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Moi, je peux encore dire non à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Mais vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Ah, tu m'amuses. Non, je vous fais peur. C'est pour ça que vous essayez de me sauver. Ce serait quand même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines, et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus, sans doute, refuser une tombe à mon frère. Hein? Dites-le que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire mourir sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre Créon, avec mes ongles cassés et pleins de terre, avec les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi, je suis reine. Alors, aie pitié de moi. Vis! Le corps de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais bon sang, essaie de me comprendre, toi aussi, petite furie. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire et ne pense qu'à piller la cale. Les officiers sont déjà en train de se construire un bon petit radeau, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leurs eaux de là. Et le vent craque, et le mât va s'effondrer, et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes vont crever toutes ensemble, parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire leur raffiner, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour, et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas sur le premier qui s'avance. Dans le tas, cela n'a pas de nom. C'est comme le vent qui vous déchire le visage. La chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom.
C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu la veille en souriant. Il n'a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre, il n'y a plus que le bateau qui ait un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends, cela? Non, je ne suis pas là pour comprendre. Je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer, retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger, attendre. Attendre pour vivre. Attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour. Les bêtes, elles, au moins, sont bonnes et simples et dures. Elles vont, se poussant les unes après les autres, courageusement sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent. Il peut s'en perdre autant que l'on veut. Il en restera toujours au moins une de chaque espèce, prête à refaire des petits et à reprendre le même chemin, avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant. Quel rêve, hein, pour un roi. Des bêtes. Ce serait si simple. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. Je l'ai souvent imaginé, ce dialogue, avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer, et dont je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi. Et pour quelque chose de si bête. Écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle. Je vais te faire tuer. Seulement, avant, je veux que toi aussi, tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle des Théocle et de Polynice, celle de tes frères. Non, tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes que moi. Mais il me semble que ce matin, toi aussi, tu as le droit de l'apprendre. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. C'était des grands. Après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons longs. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme. Ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais pourtant ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour, leur ricanement dans les couloirs. Ils passaient devant toi, goguenards et veules, sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Il venait de rentrer. Polynice était tout pâle, les yeux brillants et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a vu. Il m'a dit « Tiens, tu es là, toi ?» Et il m'a donné une grande fleur en papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et ce matin, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir, tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela?
Pauvre Antigone avec sa fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous me diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute, tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures et à dépenser plus d'argent dans les bars. Un jour, j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle. Il a levé le poing en criant un mot ignoble. C'est pas vrai! Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans les mains. Il saignait du nez, il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice ricanant, qui allumait une cigarette. C'est pas vrai! Rappelle-toi, tu avais 12 ans, vous ne l'avez pas revu pendant longtemps. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Polynice s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient, et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui, pas seulement de lui d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu comprennes. Les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle, la cuisine. J'ai fait faire hier des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint pour Thèbes maintenant. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles avaient donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards faussement émus ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils fidèle d'Édipe, le prince loyal. Moi aussi j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance et les honneurs militaires. Il fallait bien, tu penses. Je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps. Seulement, je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher qu'Apollonice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, s'apprêtait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il se trouve que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. J'ai donc fait rechercher leurs cadavres parmi les autres. On les a retrouvés, embrassés pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embranchés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient embouillis, Antigone, méconnaissables. J'ai donc fait relever un des deux cadavres, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. J'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Je t'assure que cela m'est égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Fallait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Raymond ce matin. Marie-toi vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi.
Notre conversation était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi encore. Et tu allais le gaspiller. Je te comprends. J'aurais fait comme toi à ton âge. C'est pour ça que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon pâle comme toi et qui avait décidé lui aussi de tout donner. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, ça deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Ils te diront tous le contraire, parce qu'ils ont besoin de ton élan, de ton courage. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas non plus quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau des Théocles. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras trop tard, toi aussi. La vie, c'est un livre qu'on aime. Un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour s'asseoir le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore pour cela, mais tu verras. De l'apprendre, c'est la compensation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur. Un drôle de mot, hein? Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi! Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune, un Aimon exigeant et fidèle. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi! Si, je sais ce que je dis. Mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer. Avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Je ris, Créon. Je ris parce que je te vois tout d'un coup. À 15 ans, c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement rajouté tous ces petits plis sur le visage. Et cette graisse autour de toi. Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais. Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile! Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie, qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance, si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout de suite. Et que cela soit entier. Ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'étais bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite. Oh, mourir. Allez, commence comme ton père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus la petite chance d'espoir vivante.
la plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui sautent dessus quand ils le rencontrent. Votre espoir, votre cher espoir, votre seul espoir. Tais-toi. Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Tous ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa. 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 Papa n'est devenu beau qu'après. Quand il a été bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père. Que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché. Et que rien, plus rien, ne pouvait le sauver. Alors, il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire. Et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Ah, vos têtes! Vos pauvres têtes de candidats au bonheur! C'est vous qui êtes laids! Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche! Tu l'as bien dit tout à l'heure, Crayon, la cuisine. Vous avez tous des têtes de cuisiniers! Je t'ordonne de te taire, tu m'entends? Tu m'ordonnes, cuisinier! Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre, on va t'entendre. Eh bien, justement, ouvre les portes! Ils vont m'entendre! Mais bon Dieu, vas-tu te taire enfin? Allons, cuisinier, appelle tes gardes! Antigone! Que me veux-tu, toi? Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Ouais, où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Oh non, pas toi. C'est moi. C'est moi. C'est moi seule. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant. Ce serait trop facile. Je ne peux pas rester sans toi. Je ne peux pas vivre si tu meurs. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller cette nuit, à quatre pattes. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Eh bien, j'irai. Demain. Tu entends, Crayon? Elle aussi. Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres encore en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Crayon. Un peu de courage. Ce n'est qu'un mauvais moment passé.